Alors, voici une des conférences que j'ai pu donner à l'Institut Fresnel. Alors ce topo va constituer une version plus longue d'une vidéo qui était plutôt destinée à des étudiants en début de master ou en licence. Là, j'ai un petit peu plus en détail, ça va être un petit peu plus pointu. Je vais toujours parler de la diffraction de Fresnel et surtout de l'analogie qu'on peut faire entre le domaine de la diffraction et le domaine de la dispersion, c'est-à-dire entre le spatial et le temporel. Et ce qu'on va vouloir montrer, c'est qu'il est possible désormais d'utiliser tous les concepts qu'on a pu développer dans l'optique spatiale pour manipuler le contenu temporel d'impulsions ultra brèves. Alors, les différents résultats que je vais montrer ont été obtenus dans le cadre de différentes collaborations, donc j'aimerais remercier les personnes qui ont pu contribuer de plus ou moins loin à ces travaux, que ce soit au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon, ou bien à l'Institut Fresnel à Marseille, avec notamment tout ce qui a été apporté par Hervé Rignot et puis les expériences qui ont été menées par Esben Andersen. Alors, je vais commencer par rappeler un petit peu les bases de cette analogie qu'on peut réaliser entre le domaine de la diffraction et de la dispersion. Alors, commençons déjà par le cas le plus simple qui est l'onde plane progressive monochromatique. C'est le cas d'école, c'est l'onde qui n'a aucune limitation temporelle et aucune limitation spatiale. Donc quand on regarde les spectres soit angulaires, soit les spectres fréquentiels, eh bien monochromatique, c'est-à-dire une seule fréquence qui la compose, une onde plane, une seule direction de propagation. Maintenant, si on vient limiter, alors on va déjà considérer le cas de la limitation spatiale, cette onde plane. On limite le front d'onde transversalement. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette limitation va venir enrichir le contenu du spectre angulaire. On voit des nouvelles fréquences apparaître dans ce spectre angulaire. Et ces nouvelles fréquences, ensuite, elles vont évoluer en raison de la diffraction avec une évolution dictée par l'équation de Helmholtz, et nous ici on va se limiter au cas de l'optique paraxiale, c'est-à-dire des rayons qui dévient très légèrement du centre optique, et dans ce cadre-là l'équation paraxiale on peut la simplifier, et ce qu'on voit c'est que la dérivée du champ complexe qui modélise la lumière, la dérivée longitudinale, devient proportionnelle à la dérivée seconde du champ complexe par rapport aux coordonnées transverses avec un coefficient de proportionnalité qui est moins 1 sur 2K0. Basculons maintenant de l'autre côté. Et cette fois-ci, on ne va plus limiter l'onde monochromatique progressive et plane dans le domaine spatial, mais cette fois-ci, on va la limiter dans le domaine temporel. On la limite et ça va enrichir cette fois-ci le spectre des fréquences. Or, une limitation, ça peut être on va bloquer un instant la lumière, ou bien ça peut être juste la forme d'une impulsion ultra brève. Une impulsion ultra brève, on peut voir ça comme une onde continue qu'on aurait limitée sur une durée de quelques picosecondes ou quelques centaines de femtosecondes. Cette impulsion avec un spectre qui a été élargi, elle va être ensuite sensible aux effets de la dispersion, et si on prend la dispersion à l'ordre le plus simple, c'est-à-dire qu'on se place avec des fréquences qui dévient peu de la fréquence centrale, dans ce cas-là, on va considérer qu'on est en bande étroite, eh bien on obtient une évolution du champ qui est dictée par cette équation différentielle, où on retrouve la dérivée du champ par rapport à la coordonnée longitudinale z, et qui est relié à la dérivée seconde du champ par rapport au temps. Alors, comment en pratique on peut mettre en place la dispersion? Là, on a un outil qui est vraiment quasi idéal, c'est la fibre optique monomode. Alors, tout d'abord, c'est très bien qu'elle soit monomode, parce que ça va nous permettre de conserver intact son profil spatial, et ça sur toute la longueur de propagation, et cette longueur de propagation, elle peut être extrêmement importante. Ça peut être plusieurs dizaines de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres,
Tout cela grâce aux pertes très limitées des fibres de silice dont on dispose actuellement. On travaille aux longueurs d'onde télécom, donc comme j'ai dit, peu de pertes, mais aussi ça nous permet de disposer d'un matériel qui est vraiment déjà éprouvé, qui a été totalement caractérisé et qui est extrêmement performant. Et puis un autre avantage de la fibre, qui interviendra surtout quand on viendra à manipuler des effets non linéaires, c'est que la dispersion des fibres optiques peut être soit normale, ça correspond à un coefficient β2 supérieur à 0, soit anormal. Dans ce cas-là, le β2, eh bien, il est négatif. Alors, on commence déjà à voir cette analogie entre diffraction et dispersion. On voit là qu'on a déjà les principaux éléments et qu'on voit que d'un côté, ce sera des variables spatiales transverses qui vont intervenir, de l'autre, ce sera la variable temporelle et fréquentielle qui sera impliquée. Donc à partir de là, on peut commencer à bâtir un tableau de correspondance. Dans les deux cas, on partagera la même variable longitudinale z. Pour la diffraction, dans l'espace direct, la variable qu'on considérera c'est x, alors que pour la dispersion, ce sera t. Dans l'espace réciproque, pour la diffraction kx, pour la dispersion oméga. Et à oméga sur 2pi, on pourra faire correspondre moins β2. On voit aussi la structure très analogue des équations de propagation. Si on applique les transformations qu'on vient de décrire, eh bien, il n'y a pas de problème pour passer d'une équation à l'autre. Ce qu'on peut voir aussi, si on traite ce problème dans l'espace réciproque, c'est que la diffraction, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une phase quadratique supplémentaire dans le domaine réciproque. Pareil pour la dispersion. La dispersion va ajouter une phase parabolique dans le domaine des fréquences. Alors là, je peux mentionner quelques travaux pionniers qui avaient bien cerné un petit peu ces différents aspects. Tout d'abord, les travaux de Duffieux qui ont utilisé l'intégrale de Fourier et qu'il l'a appliqué à l'optique. Donc ça a permis une formulation de tous ces problèmes au domaine de l'optique. Et derrière cette analogie, il y a vraiment ces travaux sous-jacents et le rôle de la transformée de Fourier. On a aussi les travaux de Pierre Tournois, que je peux mentionner, qui lui avait vu plutôt une analogie entre les phénomènes temporels optiques et tout ce qui se passe au niveau de signaux électriques. Enfin, je peux mentionner au niveau français les travaux de Froli et puis des différentes personnes de l'image sur tout ce qui est imagerie et notamment les aspects temporels de cette imagerie. Au niveau des revues et des tutoriels qui existent, il y a eu un gros intérêt pour ces sujets au milieu des années 90 avec les travaux de Köhler et puis de Papoulis. Et puis il y a eu un regain d'intérêt 20 ans plus tard. Et là, on dispose de revues assez complètes, notamment un chapitre dans Progress in Optics qui est extrêmement bien conçu, qui font le point sur les connaissances, sur cette analogie entre temps et espace, et aussi tous les outils que ça apporte. Alors, on va voir maintenant les deux briques temporelles élémentaires que ça nous a apporté et quelles sont leurs utilisations, en quoi ça a vraiment fourni des nouveaux outils extrêmement intéressants pour les gens qui manipulent de l'optique ultra rapide. Alors, le premier outil que je vais présenter, ça concerne la propagation en champ lointain. En champ lointain, c'est-à-dire en régime de Fraunhofer, eh bien, la figure de diffraction devient une homothétie du spectre angulaire, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le domaine direct le spectre angulaire. Si on bascule dans le domaine temporel, si on applique le tableau d'analogie dont j'avais précédemment parlé, on va retrouver la même caractéristique, c'est-à-dire que si on se place à une distance de propagation suffisamment élevée, le profil temporel d'intensité qu'on va pouvoir enregistrer par exemple sur une photodiode va devenir la copie du spectre optique de l'impulsion. Donc ça nous permet de rajouter une ligne dans notre tableau de correspondance. À grande distance, on peut mener la même approximation et le spectre va basculer sa forme dans le domaine direct.
Alors, on peut se demander quelle est l'application de cette propriété, parce que mesurer un spectre optique, on n'a pas attendu l'analogie temps-espace pour le faire. Ça fait longtemps que les analyseurs de spectres optiques sont capables de mesurer avec précision des spectres optiques. Oui, mais ce qu'ils mesurent, c'est souvent des spectres optiques moyennés, parce que ça a un temps d'inquisition de quelques secondes, quelques millisecondes pour les plus rapides. C'est-à-dire que si vous avez un train d'impulsion à un taux de répétition de plusieurs mégahertz, tel que c'est souvent le cas pour tout ce qui est laser ultra rapide, eh bien vous allez être incapable de mesurer individuellement le spectre de chaque impulsion. Là, avec cette propriété qu'on a dans le domaine temporel, ça devient possible. Il suffit d'enregistrer le signal délivré par la photodiode, on utilise un oscilloscope avec une bande passante suffisante, et c'est bon, on peut mesurer le spectre individuel de chacune des impulsions, et ça, c'est le principe de ce qui a été proposé par Johnson théoriquement en 1982, c'est-à-dire la transformation de Fourier en temps réel à partir de fibres dispersives. Donc ça a généré beaucoup d'applications. Il y a un article ici de revue récent qui a été fait notamment par Bahram Jalali, qui a vraiment poussé cette technique de caractérisation, et ça a permis cette technique d'enregistrer plusieurs millions de spectres par seconde, avec pour chacun de ces spectres une mesure individuelle du pulse. Et là, ça a permis un dispositif commercial, le ROGScope, qui veut dire le scope scélérat. Alors c'est un dispositif commercial qui implique un élément dispersif, une photodiode et puis un numériseur. Et ça a surtout permis les premières études des ondes scélérates optiques, c'est-à-dire des événements extrêmes. Ces événements extrêmes ont des spectres caractéristiques qui ont pu être détectés, analysés, et c'est un domaine qui a été initié par Bahram Jalali. Alors, il n'y a pas forcément besoin du ROGScope pour mettre en place ces techniques, qui est aussi connue sous le nom de transformée de Fourier dispersive. Alors, voici un exemple qui a été réalisé par Coraline Lapré à Besançon. C'est la transformée de Fourier dispersive d'un laser. Ici, c'est un laser soliton-similariton, et on voit clairement que quand le laser est mode loqué, le spectre n'évolue plus en fonction ici du nombre de tours faits dans les cavités. Ici, on a un fonctionnement stable, mais précédant ce fonctionnement stable, on a sur une grosse centaine de tours de cavité, ici, un spectre extrêmement chahuté, ce qui montre bien là que le fonctionnement n'est pas complètement mode loqué, et avant le laser ici n'avait pas non plus de fonctionnement mode loqué. Donc ces parties ici qui sont extrêmement brèves, ici le taux de cadence du laser est de plusieurs dizaines de millions d'impulsions par seconde, donc sans impulsion c'est une durée bien inférieure à la microseconde. Eh bien, ça permet de voir des éléments avant qui étaient totalement invisibles. Autre élément invisible, c'est quand on a un doublet d'impulsion, ça crée spectralement un spectre cannelé, et ce qu'on peut voir avec cette technique de transformée de Fourier dispersive, c'est que le motif qui découle de ce doublet n'est pas forcément toujours stable. Il peut soit osciller, ou bien ici, il peut dérouler. Et ça, c'est lié à des oscillations de la phase entre ces deux impulsions. Donc ça aussi, là, cette transformée de Fourier dispersive a permis d'obtenir un outil pour voir tous ces détails. Alors quand on fait de l'optique, l'autre outil dont on veut disposer, et c'est l'outil ici de base, c'est la lentille. Sans lentille, pas d'optique. Et qu'est-ce que fait une lentille ? Une lentille, ça applique une phase spatiale quadratique. Donc ici, on considère toujours un système à une dimension transverse. Donc ce sera une phase spatiale quadratique suivant x. Et ce qu'on va ici étudier, c'est une lentille cylindrique, c'est pas une lentille sphérique habituelle. Donc si on applique notre analogie
eh bien, cette phase spatiale quadratique, dans le domaine temporel, ça va se transformer en une phase temporelle quadratique. Il suffira d'appliquer dans le domaine temporel une phase dans le domaine direct pour réaliser une lentille temporelle. Donc, si on complète le tableau d'équivalence, eh bien, on voit phase quadratique dans le domaine des x, dans le domaine de la coordonnée transverse, phase quadratique dans l'espace temporel. Et là, on peut aussi remarquer que la dispersion ou la diffraction s'inclut aussi des phases quadratiques, mais dans le domaine réciproque. Donc, on voit l'action d'une lentille, c'est similaire à l'action de la diffraction ou de la dispersion, mais dans un domaine opposé. Alors, ces lentilles, eh bien, ça fonctionne bien. On peut réaliser comme ça des grandissements. Ici, c'est un exemple où on a deux impulsions qui sont séparées de quelques picosecondes, une quinzaine de picosecondes, ce qui est insuffisant pour pouvoir les détecter sur une photodiode traditionnelle. Et en les faisant passer dans un dispositif de lentilles temporelles, ici c'était un dispositif commercialisé par un grand distributeur de matériel optique, Thorlabs, un dispositif qui était nommé Picoluz et qui résultait des travaux du groupe d'Alexander Geita. Eh bien, en sortie de cette lentille temporelle, ce qu'on observe, c'est eh bien, deux impulsions qui sont désormais séparées de plusieurs centaines de picosecondes, ce qui fait qu'il devient possible eh bien, de les enregistrer sur des photodiodes et des oscilloscopes. On peut désormais les caractériser. Alors, quand on dispose d'une lentille, on est capable de faire la totalité de l'imagerie, et donc on est capable de définir une longueur focale temporelle, un nombre d'ouvertures temporelles, une relation de conjugaison, des relations de grandissement, et ainsi de suite. Donc sur ce sujet, il y a une belle revue assez complète faite par Kollner il y a maintenant 25 ans. Alors, quelques exemples de briques clés qui ont notamment été utilisées pour l'étude des instabilités. Ici, c'est la réalisation d'un microscope temporel par un groupe à Lille. Et puis, en combinant une lentille temporelle et puis une analyse par transformée de Fourier dispersive, un groupe de Besançon, en collaboration avec des collègues finlandais, eh bien, a pu mettre en évidence la naissance d'impulsions dans un laser à verrouillage de mode. Donc là, on voit eh bien, l'organisation du système vers un état verrouillé en phase. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors là, c'est une autre application, c'est une application où on veut reprendre le concept de la lentille lenticulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une lentille lenticulaire dans le domaine spatial? C'est ce qu'on a dans beaucoup de petites cartes qui servent un petit peu de jeu pour les enfants. C'est un réseau périodique de lentilles qu'on place sur une image qui a été faite en bande, et chacune des bandes représente une image différente, si bien que quand on va tourner la lentille lenticulaire, on va voir une partie différente, et ça va permettre comme ça de changer simplement l'image perçue, juste eh bien, en faisant bouger la carte. Donc ça, c'est un petit jouet qui marche bien, qui donne une impression de mouvement quand on fait tourner la carte. Alors d'un point de vue modélisation, c'est une succession de lentilles qui permet de faire focaliser la lumière à différents endroits sur le plan d'observation. Alors, on va reprendre ce concept dans le domaine temporel. La périodicité, c'est-à-dire le réseau de lentilles, on va pouvoir le faire assez simplement en utilisant une modulation de phase sinusoïdale, et ça va nous permettre de faire converger la lumière à différents instants. Donc voilà un exemple. En bleu, c'est une impulsion qu'on envoie sur notre lentille lenticulaire temporelle, et en rouge, c'est ce qui en ressort. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des pics qui ont poussé très fortement à des intervalles temporels réguliers. Autrement dit, on a échantillonné notre signal. On a un signal maintenant qui
cadencé à une fréquence bien déterminée. Et ce qu'on voit, c'est que ce signal échantillonné est plus intense que le signal initial. Alors ici, on n'a pas d'amplification au sens apport d'énergie. Si on a une augmentation du niveau, c'est parce qu'on a fait focaliser à certains instants bien précis la lumière. Donc on a ici quelque chose qui apporte une augmentation du niveau, ce qui va être favorable à la détection et à l'opération d'échantillonnage. Alors on peut faire aussi quelque chose de très simple, c'est qu'au lieu d'envoyer un signal à échantillonner, on envoie une onde continue, parfaitement continue, et du coup on va échantillonner quelque chose de continu, ça va nous créer un train d'impulsion à haut débit. Donc ça permet de transformer une modulation de phase en une modulation d'intensité à des débits élevés, des débits qui peuvent être de 20 milliards d'impulsions par seconde jusqu'à 40 milliards d'impulsions par seconde, voire plus. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien, et là aussi on a pu le démontrer à l'Université de Bourgogne. Alors, bon là, on a vu un petit peu des exemples où on reprend des briques traditionnelles de l'imagerie. On peut aussi reprendre tout ce qu'on enseigne au niveau de l'optique ondulatoire. Et on va voir quelques exemples très classiques en optique spatiale qu'on peut vraiment transposer au domaine temporel. Alors quand on commence à enseigner l'optique ondulatoire, on commence avec l'exemple des fans de Young. Les flancs de Young, c'est deux ouvertures, et l'onde qui va passer à travers ces fans de Young va venir interférer. Alors cette fente de Young, on peut le voir comme une modulation binaire de l'amplitude de la transparence pupillaire. Il y a d'autres interféromètres qui existent. Il y a le biprisme de Fresnel qui va créer des interférences localisées. Et puis il y a aussi la bilentille de Billet, Billet étant un ancien doyen de la faculté des sciences de l'université de Dijon. Alors pour ces deux interféromètres, là, ça va être une modulation triangulaire de la phase qui va être appliquée. Une modulation triangulaire pour le biprisme de Fresnel, et pour la bilentille de Billet, on a une lentille, donc ce sera une modulation plutôt de type parabolique, mais là, ce sera par partie. Donc on a une demi-modulation parabolique ici, et une autre demi-modulation parabolique qui intervient sur l'autre demi-lentille. Alors comment on fait ça en pratique dans le domaine temporel? On utilise une onde continue qu'on va moduler en intensité, qu'on va moduler en phase. Ça, on est capable de le faire parce que dans le domaine télécom, on a ces outils, et on a des générateurs aussi qui nous permettent de délivrer des signaux arbitraires. Et puis, on va propager tout ça dans la fibre optique dispersive avant d'enregistrer le signal sur une photodiode. Et voilà ce qu'on devrait obtenir. Ici, c'est des résultats de simulation numérique. Là, c'est le cas des fentes de Young temporelles, où on voit bien apparaître cette modulation sinusoïdale dans la zone d'interférence. Alors ce cas, en pratique, on le rencontre assez fréquemment, c'est juste le cas qui résulte de l'étalement et de la superposition de deux impulsions ultra brèves. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire en télécom. Cette interférence entre deux impulsions voisines, on peut la rencontrer assez facilement. Pour la bilentille de Billet ou le biprisme de Fresnel, là aussi, les simulations numériques nous indiquent qu'on retrouve l'analogue de ce qu'on peut avoir dans le domaine spatial, des interfranges localisées à l'infini pour la bilentille de Billet, alors que la figure d'interférence est localisée avec un interfrange qui reste constant dans le cas du biprisme de Fresnel. L'autre élément qui est enseigné quand on fait de l'optique ondulatoire, c'est le réseau de diffraction. Alors le réseau de diffraction, c'est une modulation périodique de la pupille avec une certaine période, et cette modulation périodique va donner naissance en champ lointain à différentes répliques qui vont être décalées d'une certaine quantité, c'est les ordres de diffraction, et l'angle de ces différentes images peut être prédite à partir de la loi des réseaux. Ici, il ne faut pas oublier qu'on se place systématiquement dans le cadre de l'optique paraxiale, donc dans ce cas-là,
on peut simplifier ce sinus et on a la position transverse des différents ordres. L'ordre m, ce sera situé à la distance de propagation fois la longueur d'onde divisée par le pas du réseau multiplié par m. Donc ça, c'est dans le cas spatial. Maintenant, si on se place dans le cas temporel, eh bien on part d'une onde continue qu'on va moduler en intensité ou en phase avec un motif de période t0. On va faire propager tout ça dans une fibre optique et en sortie, on va observer des impulsions qui vont être régulièrement espacées. Ça va être nos ordres de diffraction ou de dispersion qu'on va observer sur une photodiode. Et là, si on applique bien, la correspondance habituelle, on est capable tout simplement de montrer que l'écart entre ces différents ordres est un multiple de la distance de propagation fois le coefficient de dispersion divisé par la période de modulation. Alors, comment on peut moduler notre signal temporel? Il y a différentes façons de le moduler. On peut le moduler en intensité, on peut le moduler en phase, ou bien on peut le moduler en amplitude, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on module à la fois l'intensité et puis la phase avec un changement de signe ici, c'est une modulation binaire de phase. Alors, nous, ce qu'on va souvent étudier, c'est des motifs sinusoïdaux, parce que c'est les plus simples à réaliser, c'est ceux qui demandent le moins de bandes passantes au niveau de l'électronique. On n'a besoin que d'une seule composante de Fourier. Alors voilà un petit peu les résultats. Ici, c'est dans le cas d'une modulation d'intensité. On voit que la figure observée à longue distance donne bien naissance à différents ordres dont l'écart évolue en fonction ici de la fréquence, parce qu'on a choisi de faire varier la fréquence. Faire varier la longueur de dispersion, ça nous aurait imposé de découper notre fibre. Donc ça, on n'aime pas trop. Ici, faire varier la fréquence, c'est juste tourner le bouton du générateur de fréquence, donc c'est bien plus facile à réaliser. Donc la loi qui nous prédit l'évolution linéaire de l'écart de ces pics est bien vérifiée. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on part d'une modulation où on a l'impression qu'il y a 6 impulsions à un cas où on va avoir 3 impulsions dont on va pouvoir faire varier l'écart temporel. Or, ce processus où on a fait varier la fréquence temporelle, c'est similaire à l'utilisation par exemple d'une roue où la fréquence spatiale varie. Alors pour les autres modulations, la modulation sinusoïdale de la phase, on trouve qu'on a un spectre qui est plus riche, avec des ordres plus élevés qui sont bien plus visibles. Et puis si on prend la modulation sinusoïdale d'amplitude, on voit qu'on peut tuer l'ordre central. On a juste les 2 ordres latéraux qui interviennent. Alors, les ordres de diffraction, c'est quand on se place en champ lointain. Maintenant, si on se place en champ proche, il y a d'autres choses intéressantes qui peuvent intervenir. Et notamment, il y a un effet qui s'appelle l'effet Talbot. Alors, cet effet Talbot est bien connu dans le domaine spatial. C'est la reproduction à l'identique du motif après une certaine distance de propagation. Donc là, on a initialement un signal qui a une périodicité bien déterminée. On retrouve le même signal après propagation d'une distance Talbot. Si on se place à une distance Talbot divisée par 2, on va bien retrouver la même périodicité, mais avec un décalage de pi. Et si on se place à une distance Talbot divisée par 4, là, ça va être intéressant parce qu'on va avoir le même signal, mais avec une périodicité qui est désormais double. Donc là, on va, qui a une périodicité qui a été divisée par 2, donc une fréquence qui est double. Donc dans le domaine temporel, Johnson avait montré qu'on pouvait aussi faire un analogue et qu'on pouvait avoir un effet Talbot temporel, un effet d'auto-imagerie temporelle dans les fibres optiques monomode. Et ça, ça a généré beaucoup d'intérêt, par exemple, pour ce qui est de la multiplication des débits. Et une des personnes qui a contribué beaucoup à ce sujet, c'est le professeur Hazana, avec beaucoup de travaux extrêmement pertinents. Il vient d'en faire une revue publiée dans Laser
Photonics Review, donc en collaboration avec un Français, Hugues Guyet de Châtellux, qui travaille à Grenoble. Alors voici une réalisation de cet effet Talbot qu'on a mené à Dijon. Donc on est parti d'un train d'impulsion à 1,7 THz, donc très haute cadence. On l'a propagé dans une fibre dispersive en contrôlant très bien la distance de propagation pour que ça corresponde à la longueur Talbot divisée par 4. Et en sortie, on obtient de nouveau un train d'impulsion, mais à une fréquence qui a été doublée, donc un train à 3,4 THz. Et ce qui est toujours un petit peu surprenant quand on commence à jouer avec cet effet Talbot, c'est que le train est à 3,4 THz, mais si on fait le spectre optique, les composantes sont séparées toujours de 1,7 THz. Et il n'y a pas de raison pour que ça change parce qu'on n'a pas d'effet non linéaire qui intervient. Le processus ici, il est purement linéaire. Il fait intervenir qu'une phase, donc il ne va pas modifier le spectre. Alors, les taux de multiplication réalisables peuvent être beaucoup plus élevés. Ici, on s'est juste contenté d'un facteur 2. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans le domaine temporel? Eh bien, dans le domaine spatial, il y a tout le domaine de l'optique partiellement cohérente avec tout ce qui est speckle. Eh bien, dans le domaine temporel, on va pouvoir réaliser aussi ces travaux incohérents. Par exemple, ce sera l'utilisation d'une source d'émission spontanée. Ce sera parfait. Et cette incohérence, on va pouvoir assez facilement la manipuler en utilisant des filtres fréquentiels, et on va même pouvoir faire des opérations qui pourraient sembler a priori assez complexes, comme dériver le champ incohérent, le champ aléatoire qu'on a dû à ces oscillations. La dérivation, il y a un moyen très simple de la réaliser, c'est de basculer dans le domaine réciproque, parce qu'une dérivation de domaine réciproque, c'est juste une multiplication par i oméga. Ça, on a les outils pour le faire dans le domaine des fréquences. Donc on est de cette manière capable de générer un champ aléatoire et de le dériver, et donc on est capable de manipuler les propriétés de cohérence de différents champs stochastiques. Et puis, du coup, on est capable aussi de faire plein d'autres choses assez sympathiques, comme par exemple le domaine de l'imagerie fantôme qui a été transposé au domaine temporel. Là encore une fois, grâce aux travaux qui ont été faits notamment en Franche-Comté en collaboration avec des Finlandais. Alors le dernier exemple d'optique spatiale que j'aimerais développer, c'est ce qui concerne la tâche d'Arago. La tâche d'Arago, c'est ce point très brillant qu'on observe quand on regarde ce qui se passe dans l'ombre d'un objet complètement opaque et qui est circulaire. Alors cette tâche d'Arago, elle a joué un rôle central dans les discussions animées qu'il y a eu entre Arago, entre Poisson, au sujet des travaux soumis à l'Académie des sciences par Fresnel. Donc Arago était partisan des travaux de Fresnel, Poisson était contre, et l'expérience qui a permis de trancher le débat, c'est vraiment cette expérience qui peut être interprétée uniquement si on prend la théorie ondulatoire de la lumière. Alors, ce point brillant, nous, on ne se place pas à deux dimensions, on se place qu'à une dimension. Donc, c'est par exemple une tâche centrale qu'on pourrait observer dans l'ombre d'un cheveu. Dans le domaine temporel, on va donc faire à un certain instant un trou de lumière qu'on va propager et on va regarder ce qui se passe en sortie. Et là, on voit au centre cette petite tache qui est plus lumineuse, qui va être l'équivalent temporel à une dimension de la tâche d'Arago. Alors dans le domaine spatial, on pourrait aussi voir ce problème comme l'interférence aux deux bords d'écran. La figure de diffraction d'un bord d'écran, c'est la calculer grâce aux intégrales de Fresnel. Donc le résultat, on est capable de le formuler complètement à travers des intégrales de Fresnel. Alors, on a mené l'expérience à Dijon et ce qu'on observe, c'est bien la génération de cette tâche centrale avec des résultats
expérimentaux qui sont totalement en accord avec les simulations numériques ou bien la théorie analytique. Et comme on dispose d'outils assez performants dans le domaine temporel, on a été aussi capable de mesurer l'évolution de la phase optique au niveau de cette tâche. Et là, encore une fois, eh bien, on a un parfait accord entre les prédictions et la réalisation expérimentale. Donc voilà un petit peu pour ces phénomènes spatiaux d'optique ondulatoire qu'on peut transposer dans le domaine temporel. Maintenant, je vais un petit peu parler de non-linéarité parce que mon domaine de recherche, c'est la non-linéarité, c'est pas du tout l'optique traditionnelle linéaire. Et là, la fibre optique, c'est aussi un excellent outil pour travailler sur la non-linéarité. On a vu que la fibre optique était un élément dispersif, mais c'est aussi un élément non-linéaire. Certes, la non-linéarité de la silice, c'est une non-linéarité faible, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on va se propager sur des dizaines de kilomètres de propagation. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le confinement de la lumière au sein de la fibre optique monomode est assez élevé. Donc ça donne un petit peu de non-linéarité à prendre en compte. La non-linéarité de type Kerr, c'est-à-dire que là, l'indice va varier en fonction de l'intensité optique. Et quand on prend la non-linéarité en compte, on va aboutir à l'équation de Schrödinger non linéaire. Et on va distinguer le régime de dispersion normale, où la non-linéarité va jouer en même temps que la dispersion. Donc on va parler d'une non-linéarité défocalisante, ça va accentuer les effets de la dispersion. Dans le cas de la dispersion anormale, là la non-linéarité va s'opposer à la dispersion, on va parler d'une non-linéarité focalisante. Alors, reprenons l'exemple de notre tâche d'Arago. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris cette expérience en modifiant la puissance qu'on injecte. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que les oscillations qui apparaissent sur le bord de l'impulsion, eh bien, si on se place dans un régime focalisant, ces oscillations vont être accentuées. Par contre, la tâche d'Arago, elle, va fortement diminuer. Si on bascule dans l'autre régime, le régime de dispersion normale, le régime dit défocalisant, eh bien, les oscillations observées sur le bord vont avoir tendance à diminuer. Par contre, la tâche d'Arago va être boostée. On voit là qu'elle va être augmentée d'un facteur plus que d'un facteur 2. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que cette non-linéarité va affecter les différentes figures qu'on peut observer et que le régime de dispersion dans lequel on se place est crucial. Alors, tout ça, il y avait déjà eu un petit peu des expériences menées dans le régime spatial avec des travaux de Fletcher notamment qui étudiaient la diffraction par un bord d'écran dans un milieu qui avait une non-linéarité focalisante. Donc là, on voit bien que le bord d'écran crée des oscillations, ici en régime linéaire, et que ces oscillations sont très fortement accentuées en régime non linéaire. Alors, le problème de ces études dans des cristaux, c'est que c'est assez délicat d'isoler uniquement la non-linéarité Kerr. Pourquoi ? C'est parce que cette non-linéarité est souvent accompagnée d'autres effets, comme des effets thermiques, des effets non locaux qui vont venir un petit peu brouiller la figure attendue. Ce n'est pas du tout le cas dans les fibres optiques. Et du coup, si on refait une expérience qui est la diffraction par une fente, c'est ce qu'on a fait ici en régime de non-linéarité focalisante, eh bien, on va voir des figures de diffraction qui vont apparaître et l'évolution de cette impulsion initialement quasi rectangulaire, eh bien, on va voir des structures très marquées apparaître sur les bords au centre. Et ces structures peuvent être parfaitement modélisées juste en utilisant le modèle simple de l'équation de Schrödinger non linéaire. Et ça a aussi stimulé beaucoup de travaux pour tenter une interprétation de ces structures qui apparaissent. C'est des structures cohérentes et ça peut s'interpréter en termes de solitons de Peregrine, en termes de Breiser, de solitons à respiration d'Akhmediev. Donc ça a stimulé toute une communauté pour pouvoir donner des pistes d'explication
analytique à l'existence de ces structures. Et si on arrive à bien contrôler nos paramètres, on peut même réussir à faire des choses assez atypiques. Ici, on a transformé une impulsion quasi rectangulaire en un doublet d'impulsions qui sont quasi gaussiennes. Alors ici, ce qu'on voit aussi, c'est que, encore une fois, notre modèle code parfaitement à la réalisation expérimentale. Les résultats expérimentaux c'est les points bleus. Le modèle numérique, c'est la ligne continue noire. Donc on voit quand même un accord assez remarquable, ce qui montre tout l'intérêt d'utiliser ce milieu que constitue la fibre optique. Alors là, c'est réalisé dans le domaine temporel. Il y a d'autres études, par exemple menées par le groupe de Conti, qui regardent tout ça dans le domaine spatial et qui utilise aussi pour interpréter les différents motifs observés des notions de contrôle topologique. Bon, j'en arrive un petit peu à la fin de ce topo. Je voulais finir par des analogies supplémentaires qu'on pouvait dresser et je vais rester en optique ondulatoire non linéaire. Dans le domaine spatial, quand on passe par une lentille et qu'on propage un faisceau, qu'est-ce qu'on observe? On observe un faisceau qui diminue de taille avant de réaugmenter, donc un point de compression, donc c'est la lentille convergente, et à ce point de compression, on a réduit la taille du faisceau. La lentille temporelle, on passe cette fois-ci par une modulation de phase temporelle et ensuite par un effet dispersif. Et là, on va réduire l'impulsion, ce qui montre aussi une autre application potentielle de ces lentilles temporelles. Tout à l'heure, j'avais mentionné l'application pour grossir des événements, pour une meilleure détection, mais on peut aussi les raccourcir pour générer des impulsions ultra brèves. Et maintenant, que se passe-t-il si on fait d'abord passer une impulsion dans un élément dispersif avant de rajouter une modulation de phase dans le domaine temporel, tel qu'on peut le faire grâce à l'automodulation de phase. Eh bien, dans ce cas-là, on devrait être en mesure de comprimer non pas l'impulsion dans le domaine temporel, mais de comprimer l'impulsion dans le domaine spectral. Donc là, on voit qu'on peut établir une correspondance supplémentaire et qu'on peut relier ce qui se passe dans le domaine spatial, dans le domaine temporel, dans le domaine spectral. Et ça, on a pu le vérifier ici en faisant une lentille spectrale avec le spectre de l'impulsion qui va se réduire en fonction ici de la phase parabolique temporelle qu'on va appliquer à travers un effet non linéaire, ici de l'automodulation de phase. Donc on voit cette convergence. Alors ici, on a quand même fait attention d'utiliser une impulsion qui avait initialement un profil parabolique pour pouvoir introduire une modulation de phase temporelle ici parabolique, donc sans éléments qui pourraient créer des aberrations. Et du coup, il y a aussi une autre question qui apparaît naturellement, c'est que dans le domaine spatial, on sait qu'au point de focalisation, il y a une phase supplémentaire qui intervient. Dans le domaine temporel, c'est également le cas. Et dans le domaine spectral, est-ce qu'on a quelque chose de similaire? Alors, dans le domaine spatial, cette phase supplémentaire est connue sous le nom de phase de Gouy. Est-ce qu'on aurait du coup une phase spectrale de Gouy qui serait introduite par ces effets non linéaires? Eh bien, la réponse est oui. Ça, c'est Esben Andresen qui l'a montré lors de son postdoc à Marseille. Il a pu montrer cette phase supplémentaire, ce déphasage de π sur 2 supplémentaire qui intervient lors du point de focalisation spectrale. Bon, je voulais terminer par une dernière analogie, mais cette fois-ci hors du domaine de l'optique. Dans le domaine de l'optique, ce qu'on a vu dans les fibres optiques, la propagation de la lumière peut être modélisée assez simplement par l'équation de Schrödinger non linéaire. Alors ça peut être intéressant d'utiliser une procédure de normalisation pour oublier qu'on est dans une fibre optique et que c'est un coefficient de dispersion, un coefficient de non-linéarité. Dans ce cas-là, on a cette équation normalisée pour les fibres, la lumière dans les fibres, et voilà
l'équation de propagation des vagues dans l'océan. Et là, eh bien, on voit un autre type d'analogie qu'on va pouvoir dresser entre la lumière dans les fibres d'un côté et les vagues dans l'océan de l'autre. Il faudra juste changer nos variables, c'est-à-dire échanger les variables de temps et la variable longitudinale, et on aura notre analogie. Et cette analogie, eh bien, ça stimulait tout ce domaine d'étude des vagues scélérates optiques, où l'idée c'est d'utiliser une fibre optique bien au chaud dans un labo sur une seule table pour regarder un petit peu ce qui pourrait se dérouler dans l'océan. Là, avec la fibre optique, on a quelque chose, un milieu parfait, il n'y a quasiment pas de perte, il n'y a quasiment pas de viscosité, on peut acquérir des millions d'enregistrements par seconde, donc derrière un outil idéal aussi pour faire des statistiques. Pour étudier les vagues de l'océan, il faut des bassins de plusieurs dizaines de mètres. Les périodes, les cadences d'enregistrement sont beaucoup plus faibles, plusieurs ordres de grandeur plus faibles. Donc voilà, ça a boosté vraiment tout un domaine de recherche juste en exploitant toutes ces petites analogies qui ne sont pas très compliquées, mais qui sont extrêmement utiles.